Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier. Chapitre 2. Le Moralt d'Irlande. Quand Tristan y rentra, Marc et toute sa baronnie menaient grand deuil, car le roi d'Irlande avait équipé une flotte pour ravager la Cornouaille. Si Marc refusait encore, ainsi qu'il faisait depuis 15 années, d'acquitter un tribut jadis payé par ses ancêtres, or sachez que, selon d'anciens traités d'accord, les Irlandais pouvaient lever sur la Cornouaille, la première année 300 livres de cuivre, la deuxième année 300 livres d'argent fin et la troisième 300 livres d'or. Mais quand revenait la quatrième année, ils emportaient 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles, de l'âge de 15 ans, tirés au sort entre les familles de Cornouaille. Or, cette année, le roi avait envoyé vers Tintagel, pour porter son message, un chevalier géant, le Moralt, dont il avait épousé la sœur, et que nul n'avait jamais pu vaincre en bataille. Mais le roi Marc, par lettre scellée, avait convoqué sa cour et tous les barons de sa terre pour prendre leur conseil. Au terme marqué, quand les barons furent assemblés dans la salle voûtée du palais et que Marc se fut assis sous le dais, le Moralt parla ainsi. Roi Marc, entends pour la dernière fois le mandement du roi d'Irlande, mon seigneur. Il te semble de payer enfin le tribut que tu lui dois. Pour ce que tu l'as trop longtemps refusé, il te requiert de me livrer, en ce jour, 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles, de l'âge de 15 ans tirés au sort entre les familles de Cornouaille. Ma nef ancrée au port de Tintagel les emportera pour qu'ils deviennent nos serfs. Pourtant, et je n'accepte que toi seul, Roi Marc, ainsi qu'il convient, si quelqu'un de tes barons veut prouver par la bataille que le roi d'Irlande lève ce tribut contre le droit, j'accepterai son gage. Lequel d'entre vous, seigneur cornoyer, veut combattre pour la franchise de ce pays? Les barons se regardaient entre eux à la dérobée, puis baissaient la tête. Celui-ci se disait « Vois, malheureux, la stature du Moralt d'Irlande. Il est plus fort que 4 hommes robustes. Regarde son épée. Ne sais-tu point que par sortilège elle a fait voler la tête des plus hardis champions, depuis tant d'années que le roi d'Irlande envoie ce géant porter ses défis par les terres vassales? Chétif, veux-tu chercher la mort? À quoi bon tenter Dieu? Cet autre songeait. Vous ai-je élevé, cher fils, pour les besognes des serfs, et vous, chère fille, pour celles des filles de joie? Mais ma mort ne vous sauverait pas. Et tous se taisaient. Le Moralt dit encore. Lequel d'entre vous, seigneur cornoyer, veut prendre mon gage? Je lui offre une belle bataille, car, à 3 jours d'ici, nous gagnerons sur des barques l'île de Saint-Sanson, au large de Tintagel. Là, votre chevalier et moi, nous combattrons seul à seul, et la louange d'avoir tenté la bataille rejaillira sur toute sa parenté. Il se taisait toujours, et le Moralt ressemblait au gerfaut que l'on enferme dans une cage avec de petits oiseaux. Quand il y entre, tous deviennent muets. Le Moralt parla pour la 3e fois. « Eh bien, beau seigneur cornoyer, puisque ce parti vous semble le plus noble, tirez vos enfants au sort et je les emporterai. Mais je ne croyais pas que ce pays ne fût habité que par des cerfs. » Alors Tristan s'agenouilla aux pieds du roi Marc et dit « Seigneur roi, s'il vous plaît de m'accorder ce don, je ferai la bataille. » En vain le roi Marc voulut l'en détourner. Il était jeune chevalier, de quoi lui servirait sa hardiesse. Mais Tristan donna son gage au Moralt, et le Moralt le reçut. Au jour dit, Tristan se plaça sur une courte pointe de sandales vermeilles et se fit armer pour la haute aventure. Il revêtit le haubert et le homme d'acier bruni. Les barons pleuraient de pitié sur le preux et de honte sur eux-mêmes. « Ah, Tristan, se disait-il, hardi baron, belle jeunesse, que n'ai-je plutôt que toi entrepris cette bataille? Ma mort jetterait un moindre deuil sur cette terre. » Les cloches sonnent, et tous, ceux de la baronnie et ceux de la gente menue, vieillards, enfants et femmes, pleurant et priant, escortent Tristan jusqu'au rivage. Ils espéraient encore, car l'espérance, au cœur des hommes, vit de chétives pâtures. Tristan monta seul dans une barque et cingla vers l'île Saint-Sanson. Mais le Moralt avait tendu à son mât une voile de riche pourpre, et le premier il aborda dans l'île. Il attachait sa barque au rivage quand Tristan, touchant terre à son tour, repoussa du pied la sienne vers la mer. « Vassal, que fais-tu » dit le Moralt. « Et pourquoi n'as-tu pas retenu comme moi ta barque par une amarre ?»«
Vassal, à quoi bon? Répondit Tristan. L'un de nous reviendra seul vivant d'ici. Une seule barque ne lui suffit-elle pas? Et tous deux, s'excitant au combat par des paroles outrageuses, s'enfoncèrent dans l'île. Nul ne vit l'âpre bataille, mais par 3 fois il sembla que la brise de mer portait au rivage un cri furieux. Alors, en signe de deuil, les femmes battaient leurs pommes en chœur, et les compagnons du Morholt, massés à l'écart devant leur tente, riaient. Enfin, vers l'heure de nonne, on vit au loin se tendre la voile de pourpre. La barque de l'Irlandais se détacha de l'île, et une clameur de détresse retentit. Le Morholt, le Morholt! Mais comme la barque grandissait, soudain, au sommet d'une vague, elle montra un chevalier qui se dressait à la proue. Chacun de ses poings tendait une épée brandie. C'était Tristan. Aussitôt 20 barques volèrent à sa rencontre, et les jeunes hommes se jetaient à la nage. Le preux s'élança sur la grève, et tandis que les mères à genoux baisaient ces choses de fer, il cria aux compagnons du Morholt. « Seigneur d'Irlande, le Morholt a bien combattu. Voyez, mon épée est ébréchée. Un fragment de la lame est resté enfoncé dans son crâne. Emportez ce morceau d'acier, seigneur, c'est le tribut de la Cornouaille. » Alors il monta vers Tintagel. Sur son passage, les enfants délivrés agitaient à grands cris des branches vertes et de riches courtines se tendaient aux fenêtres. Mais quand, parmi les chants d'allégresse, au bruit des cloches, des trompes et des buccines, si retentissant qu'on n'eût pas ouï Dieu tonner, Tristan parvint au château, il s'affaissa entre les bras du roi Marc, et le sang ruisselait de ses blessures. À grand déconfort, les compagnons du Morholt abordèrent en Irlande. Naguère, quand il rentrait au port de Westford, le Morholt se réjouissait à revoir ses hommes assemblés, qui l'acclamaient en foule, et la reine, sa sœur, et sa nièce, Isette la blonde, aux cheveux d'or dont la beauté brillait déjà comme l'aube qui se lève, tendrement, elle lui faisait accueil, et s'il avait reçu quelques blessures, elle le guérissait, car elle savait les baumes et les breuvages qui raniment les blessés déjà pareils à des morts. Mais de quoi leur serviraient maintenant les recettes magiques, les herbes cueillies à l'heure propice, les philtres? Il gisait mort, cousu dans un cuir de cerf, et le fragment de l'épée ennemie était encore enfoncé dans son crâne. Isette, la blonde, l'en retira pour l'enfermer dans un coffret d'ivoire, précieux comme un reliquaire. Et courbées sur le grand cadavre, la mère et la fille, redisant sans fin l'éloge du mort et sans répit lançant la même imprécation contre le meurtrier, menaient à tour de rôle parmi les femmes le regret funèbre. De ce jour, Isette la blonde apprit à haïr le nom de Tristan de Launois. Mais à Tintagel, Tristan languissait, un sang venimeux découlait de ses blessures. Les médecins connurent que le Morholt avait enfoncé dans sa chair un épieu empoisonné, et comme leur boisson et leur thériaque ne pouvaient le sauver, ils le remirent à la garde de Dieu. Une puanteur si odieuse s'exhalait de ses plaies que tous ses plus chers amis le fuyaient, tous sauf le roi Marc, Gorvenal et Dinas de Lidan. Seul, il pouvait demeurer à son chevet, et leur amour surmontait leur horreur. Enfin, Tristan se fit porter dans une cabane construite à l'écart sur le rivage, et couché devant les flots, il attendait la mort. Il songeait. « Vous m'avez donc abandonné, roi Marc, moi qui ai sauvé l'honneur de votre terre. Non, je le sais, bel oncle, que vous donneriez votre vie pour la mienne. Mais que pourrait votre tendresse? Il me faut mourir. Il est doux pourtant de voir le soleil, et mon cœur est hardi encore. Je veux tenter la mer aventureuse. Je veux qu'elle m'emporte au loin, seule. Vers quelle terre, je ne sais. Mais là, peut-être, où je trouverai qui me guérisse. Et peut-être un jour vous servirai-je encore, bel oncle, comme votre harpeur et votre veneur et votre bon vassal. » Il supplia tant que le roi Marc consentit à son désir. Il le porta sur une barque sans rame ni voile, et Tristan voulut qu'on déposât seulement sa harpe près de lui. À quoi bon les voiles que ses bras n'auraient pas pu dresser? À quoi bon les rames? À quoi bon l'épée? Comme un marinier, au cours d'une longue traversée, lance par-dessus bord le cadavre d'un ancien compagnon. Ainsi, de ses bras tremblants, Gorvenal poussa au large la barque où gisait son cher fils, et la mer l'emporta. 7 jours et 7 nuits elle l'entraîna doucement, parfois Tristan harpait pour charmer sa détresse. Enfin, la mer, à son insu, l'approcha d'un rivage. Or, cette nuit-là, des pêcheurs avaient quitté le port pour jeter leurs filets au large et ramer quand ils entendirent une mélodie douce, hardie et vive, qui courait au ras des flots.
Immobiles, leur aviron suspendu sur les vagues, ils écoutaient. Dans la première blancheur de l'aube, ils aperçurent la barque errante. Ainsi, se disait-il, une musique surnaturelle enveloppait la nef de Saint-Brandan quand elle voguait vers les îles Fortunées sur la mer aussi blanche que le lait. Ils ramèrent pour atteindre la barque, elle allait à la dérive et rien n'y semblait vivre, que la voix de la harpe. Mais à mesure qu'ils approchaient, la mélodie s'affaiblit, elle se tut, et quand ils accostèrent, les mains de Tristan étaient retombées inertes sur les cordes frémissantes encore. Ils le recueillirent et retournèrent vers le port pour remettre le blessé à leur dame compatissante, qui saurait peut-être le guérir. Hélas, ce port était Westfort, où gisait le Morholt, et leur dame était Iseult la blonde. Elle seule, habile au philtre, pouvait sauver Tristan, mais seule parmi les femmes, elle voulait sa mort. Quand Tristan, ranimé par son art, se reconnut, il comprit que les flots l'avaient jeté sur une terre de péril, mais hardi encore à défendre sa vie, il sut trouver rapidement de belles paroles rusées. Il conta qu'il était un jongleur qui avait pris passage sur une nef marchande. Il naviguait vers l'Espagne pour y apprendre l'art de lire dans les étoiles. Des pirates avaient assailli la nef. Blessé, il s'était enfui sur cette barque. On le crut. Nul des compagnons du Morholt ne reconnut le beau chevalier de l'île Saint-Sanson, si laidement le venin avait déformé ses traits. Mais quand, après 40 jours, Iseult aux cheveux d'or l'eut presque guéri, comme déjà en ses membres assouplis commençait à renaître la grâce de la jeunesse, il comprit qu'il fallait fuir, il s'échappa, et après maintes dangers courus, un jour il reparut devant le roi Marc.